Et bonjour YouTube, bienvenue pour cette vidéo, ce retour de lecture sur le jeu Étoile d'Eric Blaise, dit Airwick. Nous sommes actuellement en live sur Twitch avec le chat va vous dire bonjour, le chat va même se dire bonjour dans le futur, parce qu'évidemment le chat va revenir se mettre des likes sur cette vidéo, évidemment, quoi, voilà, Ah on oui. peut toujours compter sur vous. Je suis avec Monsieur Manitou, bonjour. Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la tête dans les étoiles, Oh, puisque jeu de mots. c'est le thème de ce soir. Voilà. C'est le thème de ce soir, effectivement. Donc on va commencer par vous faire un retour de lecture sur Étoile. Est-ce que tu as joué à Étoile, toi, de ton côté? Pas du tout. Eh ben moi non plus. Pas du tout, parce que C'est pas moi mal, je hein. joue que aux jeux motorisés en 5ème. Bah Donc, alors, c'est au D20. C'est un jeu au D20. c'est déjà pas mal. Donc, C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est Étoile? Étoile, c'est un jeu de rôle indépendant. D'accord. Écrit, maquetté et publié par Eric Blaise, donc Airwick, un jeu d'aventure et d'exploration de mondes infinis. Alors vous reconnaissez peut-être cette image derrière, hein, ce style. Étoile est un jeu de rôle pour émuler Stargate SG1. Le film Stargate et tout ce qui est Stargate SG1, beaucoup plus que d'ailleurs Stargate Atlantis ou d'autres itérations. Voilà. C'est un jeu de rôle de 35 pages. 35 pages, un petit jeu de rôle de 35 pages, qui est disponible sur itch.io en format PDF et sur lulu.com en impression à la demande. Tous les liens sont évidemment en description. Je vais vous parler d'abord du côté un petit peu maquette, erreur que j'ai pu trouver en lisant ce petit livre, et puis ensuite on parlera du système et de l'émulation du genre, et à la fin je vous ferai la conclusion de pourquoi, pour moi, Étoile représente bien ce que permet la scène indépendante. Est-ce que tu connais Stargate, Monsieur Manic? Alors justement, c'est là où ça va fâcher. J'adore Stargate, donc je suis très exigeant sur ce jeu. Ah. Sache-le, Airwick, je t'attends au tournant. Donc j'attends de voir. Mais qu'est-ce que tu attends, du coup, sur un jeu Stargate? Voilà, parce que Eh ben, c'est tout important simplement, qu'on parle de ça. tout simplement que ça puisse émuler un petit peu comme la série télé, c'est-à-dire des missions pas forcément super longues, mais des plusieurs missions successives avec quand même un fil conducteur qui permet d'avoir une certaine cohérence. Des personnages qui soient quand même intéressants et surtout diversifiés, même s'il n'y a pas besoin de super pouvoirs ou des trucs comme ça. Mais ouais, moi j'aime bien le côté gestion d'équipe, gestion au QG, le côté team en fait, le côté team Oui. avec les différents corps de métier, on va dire. Mhm. Et puis Mhm. surtout quelque chose de plutôt orienté sur l'exploration au final. Oui. Le côté découvrir des nouveaux mondes, rencontrer de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures, ce genre de choses. Et puis après les menaces classiques un petit peu comme on le voit dans la série au final. Parce Mhm. que voilà, le capitaine O'Neill, hein, donc Richard Dean Anderson, c'est un de mes acteurs Colonel. préférés. Ah bah, Voilà. ah bah Et ils c'est sont sûr. tous exceptionnels dans la team SG1 de toute façon. Ils sont tous très très bons, c'est Ouais. vrai. Stargate SG1, t'as bien résumé un petit peu la proposition. Stargate SG1, c'est une série à mission où un groupe va explorer des planètes inconnues à travers une porte qui permet de voyager à travers les étoiles, la porte des étoiles. Parce qu'en rentrant une combinaison, en fait, de symboles, on parvient à ouvrir un portail entre notre porte des étoiles et la porte des étoiles d'une autre planète. On la traverse et on arrive sur une autre planète peuplée par des humains du temps où les anciens dieux, pour schématiser, ont peuplé un peu les mondes. Pour ça que tous ces peuples parlent un peu la même langue que nous et respirent la même air. Le même air, pardon. On a donc un jeu qui va s'orienter sur un jeu à mission. Et là-dessus, je trouve que ça correspond un petit peu à ce que tu disais. On va se retrouver avec un jeu à mission. En fait, chaque scénario va être une mission différente sur une planète différente. On va se retrouver avec une équipe qui va beaucoup ressembler à l'équipe SG1, avec des personnages qui vont avoir des spécialités, et on va se retrouver aussi avec beaucoup d'exploration sur des planètes très différentes, avec en fond le nécessaire de créer une mythologie en fait. Donc le jeu va nous expliquer comment faire, et en même temps il nous présente une petite mythologie prétirée, on va dire, avec une part des étoiles prétirées, un contexte prétiré. Le jeu est en A5, il est sur double colonne. Comme voici. On va suivre un petit peu ce personnage-là, Abigail, qui est là, parce qu'elle va réapparaître à plusieurs moments dans le jeu, et notamment à la fin, quand elle est colonel, je trouve ça super rigolo.
qu'on suive un petit peu son évolution, en fait. Rien à signaler sur la maquette. J'aime beaucoup le fait que les exemples soient dans un petit cahier CIS, tu sais, on dirait avec les petits carreaux, tu vois. Donc ça permet de bien les différencier. Bon, je sais pas où en est la dernière version, mais je relève quand même qu'il y a des petites virgules qui manquent, ou des espaces en trop entre des mots, des choses comme ça. J'ai relevé aussi un petit endroit qui m'a confus. J'aime bien, hein, quand un petit tableau est aussi simple que juste changer de couleur, c'est pas mal. Un petit passage qui m'a rendu un peu confus sur l'utilisation des objets, parce qu'il y a 2 fois la même phrase est utilisée, du coup je sais pas laquelle est bonne. Faudra que je retrouve ce moment-là, je crois que c'est page 12, un truc comme ça, quoi. Mais voilà, il y a une phrase qui est un peu répétée, et si on possède pas l'outil, si on possède pas l'outil, on peut pas effectuer l'action. Si on possède pas l'outil, on lance à des avantages. Bah, du coup, je sais pas si je lance à des avantages ou si je peux pas faire l'action. Voilà, c'est des petits trucs que j'ai... tu peux pas faire l'action, et en plus, t'as un désavantage. En plus, t'imagines? Voilà, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. T'as vraiment rien pour toi, hein. T'as vraiment rien pour toi. Donc voilà, il y a des erreurs, je crois qu'on appelle ça des erreurs de typo, hein, tout simplement, j'ai pas vu de faute d'orthographe, mais voilà, c'est un peu des virgules qui manquent, ou des parenthèses qui sont ouvertes et pas fermées, ce genre de truc, quoi, qu'on peut avoir à certains endroits. Sinon, le reste est très correct. On va créer son personnage dans Étoile en répartissant 20 points de caractéristiques entre 2 champs seulement. Ça vous rappellera peut-être un peu Laser and Feelings. Soit vous mettez plus dans le champ militaire, soit vous mettez plus dans le champ scientifique. On se dit, bon, ça fait pas beaucoup de variations, mais en fait, c'est malin. Pourquoi? Si on réfléchit bien, les personnages de Stargate SG1, ben, en fait, c'est une combinaison de militaire et scientifique, finalement. Oui. Carter, elle est militaire et scientifique. O'Neill, il est militaire. Teal'c, il est militaire et un peu scientifique sur la technologie extraterrestre. Et Jackson... Il est juste scientifique, lui. Enfin, en tout cas, au début. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, finalement, quand on réfléchit, c'est malin. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'avoir un cuisinier, enfin, d'avoir un champ cuisinier, ou d'avoir un champ social, ou machin. Parce que finalement, quand vous reprenez les types de base de Stargate SG1, on a juste une combinaison de scientifiques militaires. Vous avez minimum 5, maximum 15. En gros, vous pouvez, dans les extrêmes, faire un personnage 15-5, 15 militaires, 5 scientifiques ou l'inverse. Vous pouvez faire un 13-7, etc. Quoi. Vous faites quand vous voulez, un 10-10 quand vous le sentez. Et ensuite, pour faire un jet, pour résoudre une difficulté, vous avez un des 20, vous devez faire moins ou égal à votre champ. En gros, je veux faire un jet de militaire, j'ai 13 ans militaire, je dois faire 13 ou moins avec mon D20 pour réussir. Tout simplement. Donc le fait de faire 10-10, ça te donne une certaine polyvalence, mais t'as qu'une chance sur 2 à chaque fois de réussir moyen. l'action. Ouais. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Le MJ ne lance pas les dés, tout simplement. Il y a du coup un système qui va faire penser aussi à Maketo Monster de avantages et désavantages, tout simplement. C'est-à-dire que le MJ ne lance pas les dés, mais selon les profils de PNJ qu'il a, ou selon la situation, il peut te mettre un désavantage, donc tu lances 2 des 20, tu prends le moins bon des 2 quand tu fais ton jet, ou un avantage, tu lances 2 des 20 et tu prends le meilleur des 2. Voilà. Donc, évidemment, moi qui suis un grand fan de Laser and Feelings, le fait d'avoir 2 champs et que ces 2 champs soient des approches qui se complètent, moi ça me va parfaitement. À côté de ça, comment on va personnaliser nos personnages? Ça va être avec le système des descripteurs. Les descripteurs, ce sont tout simplement des caractéristiques, des traits de personnalité, des adjectifs, des compétences, des savoir-faire, des formations, des hobbies que ton personnage va avoir, qui vont te permettre de donner un avantage quand tu vas faire un jet. Donc par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais Carter, tu vas la mettre 13 militaires, 7 scientifiques, tu vas lui mettre le trait médecin, par exemple, officier médical, etc. Et ben si Carter fait un jet médical, elle va lancer 2 des 20, elle va garder le meilleur. Sur scientifique. L'exemple qu'on va donner ici, c'est tireur d'élite des forces spéciales, championne du monde d'arts martiaux, fan de romans policiers. Bon, c'est assez large, hein, parce que le but du jeu, de toute façon, c'est de jouer sur ses spécialités, ses points forts. Donc là, on se retrouve avec un personnage qui, dès qu'elle va tirer avec ses armes, va pouvoir faire jouer son descripteur. Mais c'est le but en même temps.
Voilà. Et du coup, la compétence humour exceptionnelle, par exemple pour O'Neill, tu la Mhm. verrais dans quoi? Descripteur. Si c'est plus de la psychologie, c'est de l'humour psychologique pour détendre l'atmosphère, moi je la verrais bien dans Scientifique, tu vois, par exemple. Scientifique, c'est tout ce qui concerne la science, la réflexion. Soldat, c'est pour toutes les actions habituelles d'un militaire. Mm. Ouais, tu pourrais même traduire ça par physique et intellectuel, quoi, au final, comme champ. L'humour de Nils, c'est surtout une faille. Oh non, non, non. Ça lui crée des problèmes aussi. C'est le sel que ça rajoute dans la série et c'est ce qu'on adore, en fait. C'est plutôt le franc-parler, je dirais, sa faille, c'est son franc-parler. Parce que justement, on y vient. Ensuite, votre personnage va avoir une faille, c'est également un descripteur. Et la faille, c'est un descripteur qui va vous donner un désavantage quand ça rentre en compte. Le franc-parler de Neil, ça peut être une faille. Le côté tête brûlée, ça peut être une faille. Le côté alcoolique, ça peut être une faille. Le côté obsédé par le fait de retrouver sa femme, c'est la faille de... ouais. Okay. C'est ça. Là, le doute de Teal'c, le fait qu'il soit toujours en doute avec son symbiote de Teal'c, ça peut être sa faille, etc. Quoi. Ok. Donc les descripteurs ne sont pas liés à un des deux champs techniquement. Non, c'est pour ça que finalement, selon la situation, comment tu vas faire ton humour, tu vas la faire sur scientifique ou sur militaire, c'est pas grave. Ok, d'accord. Voilà. Donc le système, oui, simple et efficace. Vous avez deux scores, un scientifique, un militaire. Vous lancez un D20, il faut faire moins que votre score pour réussir. Si vous êtes dans une situation qui vous permet à un descripteur d'agir ou dans une situation bénéfique, vous lancez 2 D20, vous gardez le meilleur. Si vous êtes dans une situation où votre faille entre en jeu, où l'adversaire est plus doué que vous lancez avec des avantages, vous prenez le moins bon. Voilà. Et avec ça, déjà, vous pouvez jouer. À côté de ça, oui, mais les points de vie, Kaifer. Les points de vie, c'est 6 de base, plus 2 si vous êtes plus fort en militaire, plus 1 si vous êtes à 10-10, plus 0 si vous êtes plus fort en scientifique. Et c'est là que j'ai un peu frissonné au fond de moi-même. Car vous savez, vous vous rappelez depuis Vermine avec cette histoire de jeune, moi je suis très très à point sur « Ah ouais, mais il faut toujours trouver un équilibre, quoi, l'échange équivalent, Full Metal Alchemist, tout ça. » Et du coup, je me suis dit, peut-être que les scientifiques, ils vont avoir un objet en plus, ou peut-être plus de points d'héroïsme. Eh ben non. Eh ben, j'aurais peut-être équilibré un petit peu ça, tu vois, genre, ouais, mais à côté de ça, je mettrais peut-être aux scientifiques un petit objet en plus pour contrebalancer parce qu'au final, deux points de vie en moins. Ça paraît logique, ça paraît logique que quelqu'un de militaire, avec l'entraînement physique, avec tous les trucs comme ça, il ait un petit avantage de points de vie, de résistance, d'endurance, tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que, pour le côté scientifique, j'aurais bien vu, genre, un objet fétiche, par exemple. Un petit objet fétiche ou... Non, c'est pas équilibré. Oui, après, le fait que ce soit pas équilibré. Tu vois, une relance gratuite pour la séance, un truc comme ça. C'est des points d'héroïsme, c'est des relances, il y en a 3 souvent. D'accord. Mais bien sûr, attention, c'est ce que moi j'aurais fait avec ma tête qui est à fond dans l'équilibre. On écrit des jeux de rôle, des fois, on n'équilibre pas. C'est vrai que Jackson, dans la majorité du temps, il se fait bolos, et c'est O'Neill qui doit aller le sauver, et où c'est la tête de Jackson qui va le sauver, quoi. Donc je peux le comprendre, voilà, c'est juste que je m'attendais à ça. Je pense que c'est toujours bien ce genre de retour aussi. Quand même, parce que ça peut permettre de créer de la réflexion, peut-être, et puis peut-être des idées ou ce genre de choses. Donc, Heroic le note pour ça B2. Et je sais plus, Ochan nous disait qu'il avait fait un personnage qui était 15-5 et qui avait pilotage. Donc, effectivement. Sachant que, donc, si vous faites un scientifique, un majeur scientifique, un mineur militaire de base, mon soldat de base, d'accord? Parce qu'après, s'il n'y a pas de montée de niveau, en fait, c'est des montées de grade, à force de jouer. Eh ben, vous commencez avec 6 PV. Eh ben, 6 PV, c'est les dégâts d'un fusil mitrailleur. Moi, c'est un jeu qui, à la lecture, me semble super létal. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a des protections, etc. Ouais, mais mine de rien, ça peut aller super vite, quoi. Après, regarde, dans les séries, ils se touchent jamais, en fait. Quasiment. Ouais, quand ils se touchent, par contre, c'est vénère. Hein. En général, c'est les méchants qui se font toucher, pas les héros, quoi. Bah, en fait, quand les héros se font toucher, c'est souvent le scénario qui tourne autour de ça derrière, quoi. Ouais, machin, il est touché, il va pas bien, il est brûlé au niveau de l'épaule, etc. Quoi. Mais c'est vrai que du coup, les dégâts sont assez vénères. Donc, les PV, pour moi, sont importants dans ce jeu. Même si tout ne tourne pas autour de la baston. Les objets, comment ça marche, que ce soit vos pistolets mitrailleurs, vos lances Goa'uld, qui s'appellent pas des lances Goa'uld évidemment, pour des questions de droit, etc., vos armures, etc., dès que vous les utilisez, vous lancez en même temps son dé d'usage, c'est comme Makato Monster, comme Donjon et compagnie, tu vois, t'as ta mitrailleuse, elle est à D8
de durabilité. Dès que tu l'utilises, tu vas faire ton D20 plus ta durabilité, donc ton D8. Si tu fais 1, 2 ou 3, ton dé de durabilité baisse, et quand tu arrives à D4 et que tu fais 1, 2, 3, t'as plus de balles, ou ta protection est percée, ou ton item casse, etc. Et il revient au prochain scénario. Okay. Donc, c'est pour ça que te sont gérées les munitions, le matériel. C'est que du coup, dans une même séance, dès que tu utilises ton matériel, tu lances ton dé avec. Et dès que tu fais 1, 2 ou 3, ce dé va baisser. Donc, puis t'as des items qui n'ont pas de durabilité. Hein. La grenade, c'est one shot. Hein. Ah oui. Ouais, tu la lances, c'est fini. Quoi. Okay. Donc, alors moi, je me pose une petite question juste sur la partie création de personnages. Est-ce que l'on joue que des humains? Oui, à moins que tu mettes dans un trait, que tu mettes dans un descripteur, que tu es Goa'uld, par exemple. D'accord. Je pense que c'est géré comme ça. Ça a du sens, oui. Ouais, tu le gères en descripteur, ce qui fait que tu peux jouer un humain symbiote, en fait, tout simplement, quoi. Ok. Tout simplement. L'auteur, donc Erwick, nous propose ensuite un programme pré-créé, qui est le programme Pandora, pour jouer avec le programme Étoile. Donc il y a un projet Étoile qui vient d'excavation nazie, etc., d'une technologie récupérée, etc. Et il vous propose des faux dieux tirés de la mythologie grecque, donc on va aller sur Zeus, Héra, Aphrodite, Artémis, Dionysos, Arès, Athéna, Hadès. Évidemment, moi ça me parle énormément, Saint Seiya, tout ça. Oui, puis en plus, c'est rigolo, c'est que tu peux faire ça pas avec n'importe quelle mythologie, au pire. Évidemment. Si t'as envie de partir sur des trucs vikings, voilà, t'as Odin, tout ça. Évidemment, c'est que, vous vous rappelez, Stargate, c'était sur les dieux, c'était plutôt sur la mythologie égyptienne, et un tout petit peu aussi, là, avec les Asgard, les Asgardiens, là, les Asgard, c'était sur la mythologie du Nord, du coup, voilà, il est parti, je suis parti dans le mauvais sens, il a pris le parti de nous raconter un petit peu une histoire avec les dieux grecs. Et évidemment, c'est très cool avec, ici, les armes, les plastrons, le casque, comment il s'appelle dans cet univers-là, parce que c'est teinté, du coup, d'histoire grecque, quoi. Il y a des tables aléatoires pour générer son monde. Son monde Ouais, avec, évidemment, les mondes ont aussi des descripteurs, et les PNJ ont des descripteurs, ils n'ont pas vraiment de profil. Pourquoi? Parce que le MJ lance pas les dés, donc le MJ a pas besoin de savoir s'il est 15-5 ou 13-7, parce que, en fait, ce sont les descripteurs qui vont apporter déjà une aide pour jouer, pour incarner le personnage, ou le monde, d'accord? Ou savoir si je mets un malus ou pas. Si moi, mon PNJ, il est soldat d'élite, je sais que je vais mettre un malus à mon adversaire sur son jet de militaire quand il va m'attaquer. Et si du coup le PJ, il a un trait militaire, un trait de description militaire qui donne un avantage, ça s'annule. Tout simplement, quoi. Voilà. Ok. Parce que il fait face à un ennemi qui est particulièrement coriace en militaire, par exemple. Ok. Et voilà, je vous ai tout dit. Bon, il y a des petites aides de jeu pour trouver des noms, etc. Il y a le petit QR code, donc je vais vous laisser sortir vos téléphones, là. Vous allez avoir 5 secondes pour scanner le QR code et aller sur le Itch.io d'Erwick. Mais voilà, on a tout en 35 Est-ce qu'il y a un scénario? Oui. Il y a un scénario. Oh oui, pardon, excuse-moi. Pardon, excusez-moi, oui, mais c'est un truc de base que j'ai oublié de dire. Ah oui, déjà, c'est un truc de base que d'autres éditeurs devraient prendre exemple. C'est la base, ouais. Il y a effectivement un scénario, comme tu vois, qui est rédigé, avec des PNJ à la fin. Que je vais pas vous spoiler, parce qu'évidemment, les descripteurs spoilent le scénario. Donc si je vous montre un PNJ, ça spoil le scénar, donc je vais pas vous le montrer. Mais oui, effectivement, et puis à côté de ça, comme je vous dis, il y a aussi des petites tables aléatoires pour pouvoir créer des descripteurs pour son monde. Voilà. Savoir quel est son niveau technologique, etc. Moyenâgeux, ouais. Ouais, c'est ça. Moyenâgeux, descripteur, J'aime bien le côté arme. mal, hein. Tu dis une arme archaïque ou une arme laser, etc. Ouais, c'est ça. Tu peux arriver dans un monde moyenâgeux, dans un monde même plus avancé que le tien, ça se trouve, hein. Prison high-tech, voilà, faut vraiment imaginer que Stargate, c'est un univers qui vous permet de vous faire plaisir. C'est trop bien, en fait. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Tu peux faire apparaître les gens dans un vaisseau spatial, dans une terre avec que des dinosaures, enfin... Tu fais ce que tu veux, quoi. Dans un monde Far West, effectivement. Pourquoi pas? Oui, mais c'est ce qui va arriver avec les Icebergs, hein. Déjà, ça a été spoilé. Ou dans une boucle temporelle. Comme quand O'Neill, il joue au golf. Tu croises O'Neill. Pourquoi, pour moi, c'est super, en fait, Étoile. Au-delà de sa simplicité, le fait que ça soit très facilement mis en place pour faire des conventions, des one-shots, le fait que, en fait, il suffit de changer le monde pour toujours renouveler le plaisir de jeu, en fait. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est la synthèse de ce que donne aussi le jeu de rôle indé aujourd'hui. C'est que le jeu de rôle indé, il vient en te disant...
j'ai envie de jouer à ça. Je te promets que je vais t'émuler ça. Et je vais le faire. Parce que, comme je suis un jeu indé, je me sens pas obligé de faire 250 pages. Je me sens pas obligé de faire un système à la mort-moi-le-nœud parce que, si c'est pas un système sur 15 pages, les gens, ils pensent que c'est pas du jeu de rôle. Je me sens pas obligé de faire 200 pages de background parce que sinon les gens vont pas l'acheter, en fait. Par contre, heureusement, il y a des dés, quoi. Heureusement, il y a l'idée, c'est quand même le minimum. Mais, tu vois, le jeu de rôle indé permet d'aller à l'essentiel. On veut jouer du Stargate, eh ben on va pas s'emmerder avec 48 milliards d'archétypes à la mort moelle-nœud, avec des mots-clés à n'en plus finir, parce qu'il faut que le système soit compliqué pour que les gens soient contents. Non, voilà, je te propose de faire du Stargate, on va faire du Stargate, et ce sera ça à quoi on va jouer, et ok, j'accepte. Et ça répond. Et voilà. Voilà. C'est le contrat, il est rempli. Voilà. Vous avez senti ma passion quand j'ai parlé? Bien. Est-ce que Non, mais tu je suis parles content. sous la menace? Cligne Non. des yeux si c'est pas le cas. Attends, faut que je fasse ça du coup. tu m'as trop confondu là. Non, mais c'est carré effectivement, et j'arrête pas de le dire. Moi, j'aime quand un jeu il respecte sa promesse, sa proposition. Et malheureusement, c'est vrai que quand on va éditer un jeu, quand un éditeur va éditer un jeu, il va pas éditer un jeu de 35 pages, il va te dire oui mais attends, ça serait bien que tu fasses un contexte quand même, une centaine de pages, et puis il faudrait que tu revoies un peu le système parce que c'est un peu trop léger, les gens ils risquent de s'ennuyer, machin. Et du coup tu te retrouves avec un jeu que tu voudrais simple pour émuler ton genre, mais que tu vas complexifier parce que il y a les contraintes en fait de complexification en fait dans l'édition. Voilà, c'est un peu mon avis. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, il y a aucun souci les amis. Hein. Mais voilà, pour moi c'est un petit peu, ça montre ce que le jeu de rôle indé fait de bien en fait. Étoile. Voilà. Ok. Et c'est la fin de ma critique. Très bien. On va pouvoir dire au revoir à YouTube et enchaîner sur la deuxième. Et redire bonjour derrière, ça marche. Et redire bonjour derrière. Très bien. À bientôt YouTube. Ciao tout le monde.